Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Vendredi 15 mai dernier, dans une déclaration spéciale, le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Ngouté, relevait que le président de la République avait décidé de la réouverture des établissements scolaires et universitaires, ainsi que les grandes écoles, à la date indicative du 1er juin 2020, en fonction de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Cela ne fait pas de doute que la fermeture des établissements scolaires à la veille de leur réouverture, le pays a enregistré de nouvelles contaminations, ce qui a fait dire au ministre de la Santé que le pays est dans une phase compliquée de la pandémie. C'est dans ce contexte où le taux de reproduction du Covid-19 est dans une phase croissante que l'école s'apprête à reprendre. Une décision qui forcément divise. Les syndicats d'enseignants du secondaire, sans être opposés à une reprise des cours, demandent néanmoins qu'un certain nombre de préalables soit satisfait avant lundi prochain. Une position qui trouve un écho favorable auprès de certaines formations politiques. L'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie et appelée de tous ses voeux par le président de la République dans son discours à la nation le 19 mai dernier, serait-elle menacée? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Phase compliquée, ce sont les expressions, je vous l'ai dit depuis hier, phase compliquée de la pandémie, phase compliquée du coronavirus et reprise des classes. Qu'en pensent les politiques aujourd'hui? Pour en parler, nous sommes justement avec les politiques et le premier à intervenir. Bonsoir Valérie Mandégué. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui suivent la chaîne Equinox. Un bonsoir chaleureux aux populations d'Enyété qui suivent vraiment Equinox. Lorsque vous arrivez là-bas, c'est une évangile, c'est une religion. Donc bonsoir à tous. Agnété, nous sommes dans le département de l'Océan. De l'Océan, nous sommes dans le sud. Région du Sud. Voilà. Bienvenue une fois de plus Valérie. En face de vous, Maître Fidèle Djoumbissi. Bonsoir Maître. Bonsoir Saint-Jalin et je salue tous les téléspectateurs d'Equinox qui sont de plus en plus nombreux et que chaque soir se retrouvent devant leur petit écran pour recevoir la formation politique qui est nécessaire à la participation politique dans notre pays. Voilà, merci. Vous également, Maître Fidèle Djoumbissi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et j'ai oublié peut-être de le dire, Valérie Mandégué va défendre les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous prenons tout de suite la direction de la région de l'extrême nord. On nous attend Aboubakar Ousmane May. Bonsoir Aboubakar. Voilà, vous êtes le président de l'ANC, Alliance nationale camerounaise. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, le titre, il est là, phase compliquée du Covid. C'est le ministre Manaouda qui l'a dit hier. Et l'école doit absolument reprendre lundi. Votre analyse de cette situation? Bon, alors, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à vos téléspectateurs. Et ce sujet me paraît assez sensible, hein, parce qu'on ne peut pas s'impliquer là-dedans sans avoir les statistiques. Le gouvernement a suffisamment d'éléments pour pouvoir donner, n'est-ce pas, son avis. Voilà, on va revenir à Aboubakar Ousmane May.
Voilà, je commence par vous, Valérie Mandeguet. Le gouvernement a des éléments nécessaires qui font en sorte qu'il maintienne cette reprise des classes pour lundi prochain, alors que le taux de contamination ne fait que grandir. Ça inquiète. Écoutez, monsieur Otou, vous l'avez dit en entame du programme, vous avez parlé d'une date indicative. Voilà. Et il vous souvient très bien, que le Premier ministre, chef du gouvernement, lorsqu'il s'était adressé aux forces vives de la nation et lorsqu'il avait pris une autre batterie de 19 mesures, avait bien indiqué que la reprise des classes se fera en fonction de l'évolution de la pandémie. Et vous savez ici que dans le cadre qui est celui de la Covid-19, nous avons des spécialistes, nous avons des chercheurs, nous avons des scientifiques qui peuvent le mieux nous édifier sur la question. En ce qui concerne ce qu'il est fait, c'est vrai que vous avez donné la position des syndicalistes, mais je voudrais relever ici que le 23 mai, l'association des parents d'élèves et d'étudiants, le Bureau national de l'association des parents d'élèves et étudiants, et parents d'élèves et enseignants s'est réuni à Yaoundé. Et au sortir de leurs travaux, ils ont mis en place un certain nombre d'initiatives qui allaient du financement d'1,5 million de masques pour pouvoir permettre à nos enfants de repartir à l'école en toute quiétude. Et à côté de cela, il y a le ministre des Enseignements secondaires, Madame Nalova, qui a, par voie de courrier, fait une adresse à l'endroit du ministre de la décentralisation et du développement local, lui demandant l'apport des collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de la reprise des cours, en ce qui concerne la désinfection des salles de classe dans lesquelles les enfants vont reprendre des cours. Et à côté de cela, vous avez des structures républicaines et nationales telles que Kamwata qui ont été mis déjà en contribution pour pouvoir permettre à ce que nos établissements soient suffisamment fournis en eau potable pour que les enfants puissent laver les mains. Et en dehors de toutes les stratégies qui ont été mises en place, il faut aussi relever que les élus locaux déjà ont pris le bras fort de cette lutte contre la Covid-19. Et c'est justement le lieu. Le chef de l'État l'a rappelé le 19 mai. Il a eu un sentiment de gratitude envers toutes ces forces vives de la nation qui ont compris que la Covid-19 n'est pas un sujet ou un débat politique. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui appelle à l'union sacrée de tous les Camerounais, de tous bords, pour pouvoir endiguer au minima cette pandémie. Vous savez que cette pandémie a pratiquement dévasté tous les systèmes de santé qui puissent exister. Donc, les plus performants. Voilà, les plus performants que le nôtre. Mais au niveau de notre pays, nous avons essayé tant bien que mal de pouvoir mettre en place une structuration qui nous permette aujourd'hui de pouvoir endiguer. Et juste pour chuter sur la question, le respect des mesures barrières reste incontournable dans la lutte contre cette pandémie. Nous devons travailler, nous les politiques, à sensibiliser. Nous devons travailler, nous les politiques, à communiquer à la grande masse l'importance du respect des mesures barrières. Parce que, dites-vous bien, monsieur Otou, jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a été mis en place en termes de booking de communication, nous nous rendons compte toujours que un certain nombre de concitoyens ne prennent pas encore la mesure de la maladie. Parce que c'est le citoyen discipliné qui est une barrière contre la Covid-19. Il est important de le dire, de se laver les mains, d'observer la distanciation sociale, comme vous le faites ici sur ce plateau, et de pouvoir mettre en place toute une batterie de mesures, que ce soit dans nos domiciles, jusqu'à nos lieux de travaux, pour pouvoir endiguer au maximum cette situation. Donc, par rapport à ce que vous avez indiqué, j'ai donné ici quelques éléments qui montrent effectivement que le gouvernement de la République est à pied d'œuvre pour pouvoir donner un retour de classe avec quiétude aux parents. Maintenant, comme on l'a dit, d'ici lundi, les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Mais il faut qu'on le sache, il faut qu'on se rappelle que les premiers ou les premières personnes qui ont fait l'effet du confinement étaient nos enfants. Parce que l'objectif et le souci du chef de l'État était de protéger la vie de nos enfants. Ça, c'était les premiers. Lorsqu'on parlait de la fermeture des écoles, de la fermeture des universités, c'était les premiers. Et ça allait dans ce sens. Et nul doute que les décisions qui seront prises de façon graduelle d'ici le 1er juin iront toujours dans le sens de la recherche de la protection de la santé de nos enfants. Ok, on va donc repartir dans le département du Diamaré, région de l'Extrême-Nord,
pour retrouver Aboubakar Ousmane. Mais, allez-y. Oui, On a été coupé. On a été coupé, oui. Alors, je disais tantôt, et suffisamment de statistiques. L'obésité gouvernementale a donc tout confisqué. Nous avons une pléthore de parlementaires, une pléthore de la Chambre basse et la Chambre haute. Vous avez un gouvernement bourré de militants du RDPC. C'est eux qui sont les détenteurs en réalité, n'est-ce pas, des vrais chiffres. Alors, toute aventure dans le sens de tirer, n'est-ce pas, de leçons, vient d'anticiper sur des mesures de notre part, qui n'avons aucun argument, je vais dire, sur le plan statistique, serait une aventure. Il y va de la vie de concitoyens, surtout de la jeunesse. Le Grand Nord, par exemple, vous avez à peu près 6 villes qui sont concernées, le Meganga, Gaoundéré, Maroua, Gawa, Yagua et Kousseri, Kaélé et Kousseri, qui ont certains départements. Je pense que le gouvernement s'y est très mal pris. Il aurait dû y avoir, n'est-ce pas, des centres, des caravanes, tel que ça se fait quand il y a élection, n'est-ce pas, dans le pays. Vous avez des multitudes de cylindrés que nous voyons défiler. Là, on ne voit personne. Il y a plus de 100 sénateurs quand même. C'est pas rien. Même si on faisait une commission de 10 sénateurs pour sillonner le pays, on aurait pu glaner des informations crédibles. Et là, quiconque vous dira que les étudiants rentreront dans un environnement serein, vous raconte là des histoires. Donc moi, je suis pour une rentrée saine, propre et je vais dire rassurante. Mais les conditions ne sont pas réunies. Je suis actuellement à Maroua. Nous avons suffisamment d'aperçus sur le fonctionnement des populations. Et les mesures barrières, c'est qui peut le faire ici. Vous allez dans des coins. Voilà, des petits soucis techniques avec Aboubakar, Maître Fidel Djoumbissi, on l'a subi. Il ne semble pas être rassuré du tout. On est à quelques jours du 1er juin. Aboubakar Ousmane Mey pense que c'est le gouvernement et les membres du RDPC qui ont les vrais chiffres et qui ne communiquent pas à la population. Oui, de ce point de vue, Serge, il a raison, parce qu'il y a eu certaine opacité pour ce qui est sur la gestion de cette pandémie, crise, et également beaucoup plus sur les statistiques, parce que nous n'avons pas les statistiques réelles. Et c'est vrai qu'il puisse dire que c'est le gouvernement RDPC qui conserve et qui sait et même et ne veut pas donner la réalité sur l'évolution de la pandémie. Non, je voudrais relever que je me réjouis de ce que M. Mandingue ait reconnu que c'était une date indicative. Oui. Également que le Premier ministre ait dit que c'est en fonction de l'évolution. Donc, je constate ça et j'espère, sans être très optimiste, parce que connaissant ce gouvernement, que d'ici au 1er juin, qu'il faudra faire ce qu'il faut faire pour juger de l'opportunité de la reprise des cours. Parce qu'il faut voir s'il est même opportun que les cours reprennent. Nous aimons bien que nos enfants rentrent à l'école, nous sommes parents d'élèves. Et nous aimons bien, mais ces enfants ne doivent pas rentrer à l'école à tout prix et à tous les prix. Parce que aller à l'école dans ces conditions, c'est s'exposer, c'est exposer nos enfants. Et nous-mêmes, puisqu'ils vont à l'école, ils vont rentrer à la maison, nous retrouver peut-être avec l'infection et nous la communiquer. Donc, nous pensons qu'il est encore temps que le gouvernement puisse se ressaisir. Parce que à l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies pour que l'école reprenne. Et ce qu'il faut faire, et je reviens aussi encore à M. Mandingue qui a relevé, il a évoqué la réunion des associations des parents d'élèves et des élèves. Et vous
des responsables des syndicats qui ont indiqué qu'ils ne sont pas consultés. Les responsables syndicaux qui sont sur le terrain, les enseignants qui sont sur le terrain, qui savent comment ça se passe. Et le ministère de l'Éducation nationale ou bien le ministère de l'Enseignement supérieur sont restés dans leur bureau à Yaoundé et décidé que l'école doit reprendre sans vérifier si le dispositif de sécurité pourra être là. Et également, les enseignants ont posé des problèmes qui, pour le moment, n'ont pas trouvé de solution. Il y a le problème de personnel. Oui. Parce que même si le gouvernement a dit en dernière décision, en dernière analyse, que sauf les élèves des classes d'examen vont reprendre. Jusque-là, il va toujours un problème. Il y a toujours un problème de personnel, d'enseignants. Et également, même le problème d'infrastructure, même si on va occuper les classes qu'occupent les enfants de classe intermédiaire, ça ne va pas résoudre le problème, mais également, et surtout le problème d'enseignants, de personnel enseignant dans le privé. Parce qu'au moins 40%, et les experts le disent, des enseignants dans le privé viennent du public. Comment on va faire de ces enseignants-là, de ce personnel? Comment ils pourront? Est-ce qu'ils ont le don d'ubiquité pour être partout, dans le public et dans le privé en même temps? Parce qu'il faudra faire dans un temps bien réduit pour pouvoir... Parce qu'on va diviser une classe qui avait un seul enseignant, sera divisée maintenant peut-être en 4, parce qu'il y a des effectifs de 150, il faudra diviser peut-être en 3 ou en 4. Et là, ça nécessite d'enseignants. Et le même enseignant qui enseignait dans cette classe de 150, qui est éclaté en 4, est également engagé dans les établissements privés, et parfois plusieurs établissements privés. Comment est-ce qu'on doit coordonner? Donc, c'est dans le cadre de la concertation avec les partenaires, les parents d'élèves, les syndicats, les enseignants, qu'on peut harmoniser et voir si les conditions sont réunies, et on demande aux enfants de rentrer en classe. Et si les conditions ne sont pas réunies, est-ce qu'il faut absolument que les élèves rentrent en classe? Est-ce que c'est opportun? Okay. Il faut qu'on apprécie l'opportunité. Voilà, justement, je vais poser cette question de l'opportunité à Loïs Parfum-Voum, qui nous attend depuis la capitale Yaoundé. Loïs Parfum-Voum, du Social Democratic Front, ce 26 mai. Beaucoup de choses, on va en parler sûrement en deuxième partie d'Equinoxe Soir, le SDF, le 26 mai. Restons d'abord dans cette première partie. Loïs Parfum-Voum, épidémiologiste. Aujourd'hui, vous êtes parents, est-ce que c'est opportun de reprendre les classes lundi prochain, 1er juin? Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, bonsoir à mon ami Ousmane May au niveau de l'Extrême Nord. Bonsoir à tous les militants du SDF qui fêtent leur 30e anniversaire. Le débat, il est actuel, il est permanent en période d'épidémie, parce que les épidémies ont ceci de particulier, c'est qu'elles font peur, elles arrivent par surprise et généralement elles trouvent des États toujours pas préparés. Et c'est ce qui est arrivé dans le monde et principalement en Afrique et au Cameroun. Maintenant, il y a une problématique, celle de la rentrée scolaire, et effectivement, le débat concerne pratiquement tous les États dans le monde, parce qu'on se demande, est-ce qu'on va privilégier la santé des enfants, alors il faut boucler absolument les programmes. Le débat actuellement se déroule au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains, surtout les pays qui ne s'étaient pas préparés en termes de gouvernance scolaire, en termes de gouvernance sanitaire, en termes de gouvernance économique, sont les plus dévastés dans cette épidémie. Parce que je vais vous prendre un cas, dans un lycée que je connais particulièrement, il y a 200 élèves en première, et cette première, il y a une dizaine de premières. S'il fallait qu'on assure la distanciation sociale, il faudrait à peu près 60 nouvelles classes, parce qu'on parlait dans un premier temps de 24 élèves par classe. Or, en réalité,
plusieurs personnes, plusieurs gouvernements n'étaient pas préparés à ce genre de situation. Maintenant, est-ce qu'il est opportun? Je dois aussi rappeler que dans un premier temps, le Premier ministre avait dit que la rentrée concernerait tout le monde. C'est-à-dire que vers le 16 avril, la première annonce concernait tout le monde. Un mois plus tard, compte tenu de l'envolée des chiffres, on a réduit aux classes qui étaient uniquement celles d'examen. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en moins de 2 semaines, on est passé de pratiquement 2000 à 3000 cas. Est-ce qu'il va falloir continuer à penser que la rentrée scolaire pourrait avoir lieu? Il y a vraiment de l'embarras, et que ce soit les chercheurs, que ce soit les politiques, il faut encore réfléchir. Est-ce qu'un parent serait fier d'avoir un enfant qui pourrait avoir un diplôme, mais qui rentre malade à l'école? Je crois donc que le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures pour réajuster un peu, notamment la réduction des effectifs dans les classes, les mesures barrières, les thermoflash. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est que cela sera difficilement applicable. D'ailleurs, demain, dans le cadre de l'association des anciens d'un lycée auquel j'appartiens, va donner à ce lycée, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore beaucoup d'insuffisances, beaucoup de réserves. Et ce qu'on reproche au gouvernement, c'est surtout son unilatéralité dans les décisions. C'est ce que quelqu'un vous a rappelé là avec les syndicats qui vous disent que non seulement ils ne sont pas en sécurité, mais en plus de cela, toutes les mesures n'ont pas été remplies. Est-ce qu'elles seront faites avant les 4 ou 5 jours qui nous restent? C'est une interrogation. On pourrait par exemple se demander, et on aurait dû faire ces études, combien d'enseignants sont infectés aujourd'hui? Si on a ce rapport, on dit ok, est-ce qu'on peut étudier, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire les tests, ne serait-ce qu'aux enseignants, parce que je rappelle que la tranche d'âge des enseignants aujourd'hui n'est pas trop connue, parce que cette infection a pour cible, pour personnes vulnérables, les personnes âgées. Est-ce que nos écoles sont composées de personnes vulnérables ou bien les enseignants ont plus de 50 ans? Là, si on avait répondu à ces questions, on pouvait se dire, ok, si c'est cette tranche de personnes, il va falloir faire des tests au préalable. Mais une fois de plus, il y a un problème de tests qui se pose et on ne le dit pas suffisamment. On n'arrive pas à faire les tests de masse, on n'arrive pas à faire des tests sérologiques pour tout le monde et cela pose véritablement un problème dans les chiffres. D'ailleurs, là, c'est en tant qu'épidémiologiste, nous avons constaté qu'il y a eu 100 erreurs qui ont été commises depuis le début de cette crise. Ces erreurs sont de divers ordres que nous allons détailler au fur et à mesure. Donc, globalement, c'est un dilemme, il faut le reconnaître. D'un côté, est-ce qu'il va falloir envoyer les enfants à l'école? De l'autre, est-ce qu'il va falloir assurer d'abord la santé ou bien la prévention? Dans d'autres gouvernements, certains ont décidé d'envoyer les enfants à l'école, mais à condition que le minimum soit fait en termes de distanciation sociale, en termes de port de masque, en termes d'éducation même à la maison. Parce que imaginez que dans un lycée ou bien dans un établissement, qu'on dit que les enfants, comme ils s'amusent, on dit que tel a le coronavirus ou bien la coronavirus. Voilà, je crois que l'Académie a tranché. Valérie Mandengue, il y a ce problème. Les syndicats d'enseignants ont proposé au Premier ministre qu'il faut organiser les examens à la base de la couverture à jour des programmes. C'est-à-dire que l'année scolaire est terminée et on se prépare juste pour les examens. De renvoyer les enfants à l'école. C'est une proposition parmi tant d'autres, hein, Monsieur Otou. Oui. Il vous souvient, vous avez relevé cette question ici et un autre panéliste l'a aussi relevé, la question concernant les chiffres. Oui. Vous savez, c'est un débat, c'est un éternel débat.
Et la guerre des chiffres ne réside pas qu'au Cameroun. Il vous souvient ce scandale qui avait éclaté en France parce que les chiffres contenus dans les EHPAD n'étaient pas pris en compte. En Chine également, il y a tout un scandale qui est parti là-bas sur la guerre des chiffres. Donc, ce qui se fait, c'est qu'il faut féliciter la transparence avec laquelle le gouvernement mène ce combat. Quotidiennement, il est fait un point sur la Covid-19. Mais ce point est fait au moment où il y a des informations qui peuvent diluer d'un moment à un autre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la querelle des chiffres. Nous sommes à la querelle de l'action. Il faut une action concertée de tous les partenaires. Je voudrais dire ici à M. Ousmane, mais que la Covid-19 n'est pas une pandémie de partis politiques. Lorsque le coronavirus vous frappe, il ne sait pas si vous êtes du RDPC, du SIF ou du MRC. Donc, lorsqu'il a pris sa parole tout à l'heure, il a semblé indiquer que le RDPC, entre guillemets, s'était enfermé dans un unilatéralisme, ce qui est faux, parce qu'au jour au jour, le comité central de pilotage de la Covid-19 s'entoure de l'ensemble des experts sur la question, qui ont qualité et compétence à parler de la question de cette épidémie. Ça, c'est d'un. De deux, je voulais dire ceci. Maître Djoubissi n'a peut-être pas actualisé ces informations en arrivant au studio. Les syndicats ont bel et bien tenu pas une des séances de travail avec Madame le ministre. Et au sorti de ces travaux, il a été fait une proposition de 8 mesures qui sont sur la table de Madame le ministre des enseignements secondaires. 8 mesures phares qui, selon ces syndicats-là, peuvent amener à une rentrée sans quiétude. Ça, c'est d'un. De deux, à côté d'eux, vous avez l'association des parents d'élèves et d'enseignants, son bureau national avec les démembrements régionaux qui ont aussi tenu des travaux et qui ont donné leur copie à Madame le ministre. Eux, ils sont allés plus loin parce qu'ils se sont déjà portés garant à un financement qui les permettrait à ce que au 1er juin lundi, les enfants aillent à l'école avec un minimum, entre guillemets, minimum syndical. Maintenant, pour revenir à la question que vous étiez en train de poser, c'est un dilemme. Personne ne viendra faire la politique de l'autruche ici. C'est un dilemme de la priorité de ce qui doit être fait. Mais il vous souvient très bien, monsieur Autou, que lors de l'adresse à la nation le 19 mai, le chef de l'État a demandé au gouvernement et à ses ministres d'être inventifs, d'être créatifs. Parce qu'en réalité, le coronavirus nous impose à tous de changer nos habitudes, de changer nos réflexes et de pouvoir improviser, mais improviser de façon citoyenne, de façon républicaine. Donc, que ce soit dans le cadre de la rentrée du 1er juin, nous tous, nous sommes en attente, nous sommes tous des parents. Avant d'être des militants, nous sommes tous des parents. Et cette question, au-delà de la question sanitaire, est aussi une question sociale. Comment est-ce que nos enfants vont repartir à l'école? Quelles sont les mesures qui sont prises? J'ai essayé de vous édicter les mesures qui sont déjà prises et qui n'attendent que l'application. Il y a un train, le ministre de la décentralisation et du développement local est en train d'instruire les collectivités territoriales décentralisées d'accompagner ces établissements. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de désinfection de nos salles de classe, ça n'a pas été budgétisé. Nos établissements n'ont pas le budget actuel pour pouvoir le faire. Donc, les collectivités territoriales décentralisées sont appelées au secours. Et à part ces collectivités territoriales décentralisées, vous avez les élus qui eux-mêmes sont appelés au secours. Vous savez que depuis que cette pandémie frappe le Cameroun, au-delà du plan spécial de riposte du chef de l'État, les élus se mobilisent matin, midi, soir dans nos contrées pour pouvoir communiquer, pour pouvoir relayer le message de protection et des mesures barrières et aussi pour pouvoir assister les populations. Parce que c'est cette assistance-là qui va continuer. Il faut que dans nos établissements, comme les syndicats l'ont indiqué dans la lettre qu'ils ont envoyée au ministre, il faut par exemple que nous ayons des dispositifs de lavage de mains pratiquement à tous les coins. Il faut que nos enfants aient des gels. Il faut qu'on mette des dispositifs de thermoflash à l'entrée des établissements pour qu'on puisse détecter au maximum. Maintenant, en ce qui concerne la distanciation sociale, il est clair qu'un enseignant, nous avons tous été à l'école, nous savons où un enseignant se place, nous savons où les élèves se placent. Mais il faudrait que cela soit édicté de telle façon que nous ne tombions pas dans des imbroglios. Parce que le ministre de la Santé l'a encore relevé hier, nous devons tous être prudents. Malgré toutes les mesures qui sont prises, il faut toujours que nous continuions à communiquer aux masses. J'invite M. Ousmane May sur ce panel, j'invite M. Fidel Djoubissi à se mettre de concert avec toutes les forces vives de la nation pour pouvoir communiquer. Parce qu'aujourd'hui, le principal danger, on ne le redira pas assez.
tant que les mesures barrières ne sont pas respectées, nous aurons beau envoyer nos enfants à l'école en janvier 2021, qu'on n'aura pas résolu cette question. Il faut éduquer les masses. Nous devons travailler, tous ces élus. Vous voyez, lorsque vous parcourez la ville de Douala, vous voyez les pancartes partout, vous voyez les affichettes partout. Mais même ces imams-là qui nous ont aidés à travers les langues vernaculaires, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit le français, il y a tout un ensemble de personnes, des chefs traditionnels qui travaillent au quotidien pour que nous puissions contenir cette menace. Je rappelle qu'il est mondial, M. Ousmane Mey. Ce n'est pas une menace du RDPC, ce n'est pas un virus qui ne va frapper que le RDPC ou bien qui va frapper la société civile. C'est un virus qui frappe les Camerounais, qui ne connaît pas d'identité. Et c'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé d'être unis. Le chef de l'État a d'abord adressé un mot de gratitude à l'ensemble de ce personnel soignant qui, tous les jours, au gré de sa vie, combat cette pandémie. Et il nous a appelés tous à faire front commun, un temps soit peu, pour protéger la vie de nos concitoyens. Si nos concitoyens ne sont pas en vie, nous n'allons gouverner personne, M. Ousmane Mey. Si nos concitoyens ne sont pas en vie, M. Djoumbissi, nous n'allons gouverner personne. Donc, ce que nous devons relayer, c'est nous devons nous faire l'écho des mesures barrières du gouvernement et de ceux de l'OMS. Ok. Voilà, Aboubakar Ousmane Mey, justement, vous avez suivi Valérie Mandengue, il revient sur les propos du chef de l'État. C'était le 19 mai dernier, Union sacrée pour combattre le Covid-19. Oui, monsieur Alain, Valérie a dans la pression. Moi, ce que je dis, j'ai été convié à ce plateau en tant qu'homme politique et représentant de l'ANC. Et je donne donc mon point de vue en tant que politique. Je ne suis ni médecin, ni technicien de la santé, ni virologue. Donc, je dis simplement qu'à l'observance, tel que le problème se pose là, dans l'urgence, parce que le 1er juin, c'est bientôt, ouais. Je dis le RDPC qui tient dans les leviers, qui tient dans le pouvoir, a disparu. Pendant la campagne électorale, on a vu des caravanes et des caravanes. On a vu beaucoup d'argent distribué. Donc, je reviens, on a été interrompu, mais je reviens là-dessus. Oui, bon, voilà, Maître Fidèle Djoumbissi, on va revenir à Boubacar dans un instant. Ouais. Valérie Mandengue semble dire que cette union sacrée va voler en éclats, semble voler en éclats par rapport à cette reprise des cours qui est prévue lundi. Non, nous ne souhaitons pas que l'union sacrée... Que les partis politiques vont maintenant en rang dispersé. Non, nous ne souhaitons pas que l'union sacrée vole en éclats. Nous sommes pour la conjugaison des forces pour venir à bout de cette pandémie. Et nous avons remarqué que c'est plutôt le gouvernement RDPC qui... Est-ce qu'il y a vous pensez qu'il y a une confiscation de la part de... Vous regrettez tout à l'heure que les syndicats n'aient pas été consultés. Hein, avant cela, je voulais dire que c'est le gouvernement RDPC qui est en train de fragiliser l'union sacrée. Parce qu'il n'y a pas plus tard que 3 jours que dans le sud, les bénévoles de SCI, Survivre au Cameroun Survivor Initiative ont été arrêtés vous n'allez pas alors qu'ils étaient en train de distribuer gratuitement les masques et les gels hydroalcooliques et ils sont également en train de s'organiser au cas où le gouvernement décide d'envoyer les enfants à l'école, d'aller également leur distribuer ces éléments de mesures barrières, parce que les cache-nez et les gels hydroalcooliques sont des éléments importants de mesures barrières, comme a relevé M. Mandengue. Nous sommes conscients de cela, M. Mandengue, qu'il faut respecter les mesures barrières, mais il faut avoir les moyens
pour respecter les mesures barrières. Nous savons que peut-être laver les mains, c'est très facile. Et même jusque-là, parce que l'eau n'est pas aussi la denrée la plus disponible chez nous. Et même si vous avez distribué quelques morceaux de savon, ce n'est pas suffisant. Ailleurs, on a distribué de l'argent aux familles démunies pour faire face. Je prends l'exemple du Sénégal, où chaque famille démunie a reçu 184 000. Et vous savez ce qui s'est passé au Sénégal, allez jusqu'au bout. Dites ce qui s'est passé au Sénégal. Au moins là-bas, au moins là-bas, ils ont distribué. Non. Et ce qui démontre qu'ils ont une riposte efficace. Et ici, chez nous, nous n'avons pas de riposte efficace. Le gouvernement RDPC, seulement, gère la crise de façon tatillonne et pas à coup. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, il court chercher pour voir comment on peut régler. Alors qu'ailleurs, on a vu comment on a budgétisé. Vous avez relevé tout à l'heure qu'il n'y a pas de budget. Le budget pour gérer cette crise ne doit pas relever du budget qui a été prévu pour 2020. Je suis désolé, M. Manengue. On doit avoir un budget spécial, ce qu'on a vu partout les pays faire, et qu'on ne voit pas votre chef, celui qui devait être là pour établir un budget pour répondre à cette crise. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a décidé de 800 milliards et au Sénégal, c'est 1000 milliards. Lorsque vous évoquez les collectivités territoriales décentralisées pour dire qu'ils vont avoir une charge supplémentaire et vous ne leur donnez pas les moyens pour le faire, vous croyez qu'ils pourront le faire? Monsieur Nous ne Djoubissi, pensons pas. vous voyez que vous politisez, vous politisez. Ne me perturbez pas, monsieur. Et vous n'êtes plus dans le sujet. Ne me perturbez Tout pas. ce qui nous suit, vous êtes écarté. Il est en train de s'écarter progressivement du sujet. Je peux vous répondre sur Civival, je peux vous répondre sur le Sénégal, mais ce n'est pas la question qui nous intéresse ici. Monsieur Djoubissi, reste sur la prise des cours. Oui, j'ai posé la question de savoir est-ce que l'union sacrée n'est pas en train de voler en éclats par rapport au 1er juin. Je dis, Serge-Alain, pour qu'il y ait reprise de cours, il faut que les conditions soient réunies. Oui. Et pour que les conditions soient réunies, il faut mettre à la disposition des établissements scolaires les moyens adéquats. Et maintenant, lorsque nous observons que les moyens adéquats ne sont pas réunis, nous doutons de ce que la rentrée scolaire pourra être dans des conditions paisibles. Et je voudrais dire à M. Manengue que si Madame le ministre de l'Éducation de base ou de secondaire a tenu des réunions, nous ne savons pas. Je parle sous le contrôle de Serge-Alain, qui est un journaliste. C'est pourquoi je vous ai demandé de réactualiser. C'est pourquoi je vous ai demandé de réactualiser vos informations avant d'arriver au débat. Vous arrivez au débat, c'est des choses qui sont connues. C'est des choses qui sont connues. Serge Otouvo peut vous détailler les 8 mesures des syndicats. C'est des choses connues. Non, Valérie Mandengue. C'est des choses connues. Est-ce qu'ils sont assis dans les syndicats ont adressé une lettre au Premier ministre le 20 mai dernier. Ils se plaignent au premier paragraphe. Ils pensent que la décision de reprise des cours du 1er juin a été adoptée de façon unilatérale, sans consultation des autres parties prenant l'éducation. Donc, ils se plaignent de ce qui n'est pas été associé à cette décision de reprise des classes pour les classes d'examen, il faut le préciser, le 1er juin prochain. Vous êtes en train de parler des syndicats du 20 mai. Moi, je peux vous ressortir ici les 8 mesures qu'ils ont adressées au gouvernement. Mais c'est 8 mesures. Est-ce que ça a été publié pour une question aussi sensible que l'éducation où nos enfants sont impliqués? Monsieur Djoubissi, et on ne faites l'effort d'aller vers l'information. Vous pensez l'information à venir vous trouver au Jar ou au Grand Moulin? Mais faites l'information. Faites l'effort. Je n'ai pas vu. J'ai cette information par quelle magie? Non. Par quelle magie? Et voilà ce qui était proscrit. Cette politisation, vous estimez toujours et toujours, vous MRC, que même la Covid-19 doit être un débat qui doit vous permettre de vous sublimer. C'est-à-dire, un temps soit peu, vous ne pouvez pas avoir la mesure, la décence de pouvoir avoir l'humilité de discuter, de dialoguer. C'est ce que vous faites. C'est la défiance aux autorités. Vous parlez de Suivival. Suivival a un argument juridique. Suivival a le droit d'exister, monsieur maître. Vous êtes juriste. Non, mais vous ouvrez des débats que vous ne pouvez pas faire. Oui, non. Je vous en prie. Restons dans le sujet. Restons à l'école le 1er juin. C'est tout. La question de l'opportunité. Oui, voilà. Parce que tout le monde a sur la question de l'opportunité de retour à l'école. Je pense que j'ai suivi
les enseignants et les responsables syndicaux de l'enseignement qui ont donné leur avis sur l'opportunité de reprise de cours. Et ils ont bien indiqué que, vu l'état d'avancement du programme, vu l'état d'avancement du programme, c'est sur ce plateau qu'un enseignant... Oui. Ils ont, avant le 17 mars dernier, ils avaient déjà fait 26 semaines de cours. 26 semaines de cours. Donc plus de 70%. Plus de 70% du programme sont couverts. Oui. Et ils pensent qu'au lieu de courir le risque d'amener les enfants à l'école, il serait plus judicieux de programmer les examens. Parce que programmer les examens de fin d'année, c'est plus facile. C'est plus facile de programmer pour avoir... On peut avoir suffisamment d'espace, on peut avoir des infrastructures, on peut avoir beaucoup de salles de classe, même en utilisant les salles de classe dans les établissements privés. Oui. On peut multiplier les centres d'examen et mettre les enfants même 24 par classe. Comme j'ai vu en Côte d'Ivoire ce matin, où les enfants sont assis 2 par banc et après un banc, d'autres sont assis. Il y a la distanciation. Mais dans la situation actuelle, il ne pourrait pas avoir distanciation. On ne pourrait pas avoir les moyens pour mettre en place le dispositif pour respecter les mesures barrières. La Côte d'Ivoire vient de doter les établissements scolaires de 80 millions de masques, de cache-nez. Voilà, on veut renvoyer nos enfants à l'école sans leur donner les cache-nez. Déjà même que les plus démunis ne parviennent pas à avoir. Pas 80 donc millions. Si les parents eux-mêmes qui sont démunis ne peuvent pas s'acheter les masques, ils ne pourront pas acheter à 10 enfants et parfois même plus. Donc, d'où la proposition des associations des parents d'élèves et d'enseignants. Le Premier ministre, dans sa déclaration, demande que les établissements puissent fournir aux enfants démunis. C'est des parents qui ne pourront pas. L'établissement a l'obligation de fournir un masque à l'enfant lorsqu'il arrive. C'est Jalin. M. Manenga a relevé tout à l'heure que les établissements privés n'ont pas prévu ça dans leur budget. Oui. Donc il n'y a pas de l'argent. Il faut que le Premier ministre soit conséquent en leur dotant des moyens, en leur affectant des moyens pour cela. Oui. Sinon, on va trouver des enfants dans les établissements qui n'auront pas de masque. Parce que les établissements vont dire qu'ils n'ont pas de moyens pour ça. Okay. Et c'est pour ça que sur ce point, et comme dans d'autres composantes, parce qu'il y a dans la lutte contre la pandémie, il y a la composante économique, il y a la composante sociale, la composante sanitaire. Donc, dans toutes les composantes, ce régime démontre qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'on n'a pas un plan de riposte clair et efficace. Okay. Et à cause de cette pandémie, on constate que le 38 ans de gouvernement, 38 ans de gestion calamiteuse et catastrophique. Vous n'arrivez même pas à avoir un peu de décence. Moi, je pense... À un moment où le pays est affligé, à un moment où des familles ont perdu des personnes du fait du coronavirus, vous n'avez même pas le minimum de décence. Vous continuez toujours dans cette exacerbation qui n'a pas lieu d'être ici. Vous ne verrez aucun pays dans le monde, Serge, avec votre permission, vous ne verrez aucun pays dans le monde, même des pays, c'est-à-dire les moins enclins démocratiques, vous ne verrez jamais ce que vous êtes en train de faire. Où des partis politiques d'opposition estiment que c'est le moment de faire de la politique lorsqu'on est face à une pandémie. Okay. Vous êtes allé à la Quintini voir les malades du coronavirus, vous êtes allé au stade militaire. Est-ce que vous connaissez la souffrance que les Camerounais ont en ce moment? Mais vous trouvez toujours un moment pour vous de faire de la publicité, de faire du marketing politique, de faire même... Non, maître, un peu de décence. Merci. Un peu de décence. Aboubacar, Ousmane Mey, ce débat qui a cours en ce moment, les enseignants, à travers leurs syndicats, pensent qu'on peut arrêter l'année scolaire et passer tout de suite aux examens, en fonction, par rapport, ils le disent, par rapport au taux de couverture des programmes. Plus de 70%. Est-ce que cette solution vous semble idoine? Une fois de plus, je reviens sur ce que je disais d'entrée. C'est une affaire de statistiques. Et le gouvernement est le seul partenaire qui a les données. Je prends l'exemple de Marois, où l'université est éparse. Vous avez plusieurs départements, mais dans des secteurs différents.
Ce qui fait que les mesures de confinement, les mesures de sécurité, les mesures barrières ne sauraient être appliquées de façon pénible. Vous avez des enseignants qui viennent d'un peu partout, qu'on ne pourra pas pister. Dans tout ça, je dis, le RDPC, je reviens là-dessus, en homme politique. Je ne peux avoir qu'une analyse politique et non scientifique. Le RDPC a tous les moyens, s'est accaparé de tous les moyens. Je disais tantôt durant la campagne électorale, ils ont vraiment battu le macadam. Ils étaient partout avec des véhicules, ils étaient partout avec des beaux vêtements. Aujourd'hui, où il faut sauver des vies, on ne les voit pas. Vous voulez donc qui mène la campagne de proximité? Avec quels moyens? Et dans quelles conditions de sécurité? Vous prenez par exemple mon département, le Comité. Avant-hier, vous avez suivi qu'il y a eu une entrée de Boko Haram à Soueram, je crois, où 2 militaires ont été abattus. C'est un peu comme ça dans le Mayo Salva, c'est régulier. Dans le Mayo Canada, c'est régulier. Nous avons donc d'autres choses. Alors, ces gens qui ont donc les manettes du pouvoir auraient dû penser d'abord à cette misère des plateaux, sécuriser un peu les voies, rendre crédibles les humaines. Ils l'ont pas fait. Et voilà que le corona s'est ajouté à cette affaire. Ils disent que les enfants doivent entrer à l'école. Mais je dis, les conditions ne sont pas réunies parce que personne dans le Grand Nord ne pourra vous dire, voilà, nous détenons les statistiques qui permettent à ce que les gens rentrent donc, dans les universités. Et prendre donc une posture, une position dans cette affaire serait une aventure pour l'ANC, pour nous. Nous attendons que le gouvernement, comme au Sénégal, ailleurs, ouvre ces portes pour que nous puissions collaborer, discuter de ce que nous pensons de cette affaire. C'est vraiment triste pour tout le monde. M. Valéry le dit si bien. Mais nous avons vécu des situations similaires. Par exemple, en février 2015, 150 personnes ont été abattues à protocole le même jour. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, nous en sommes à d'autres cas de décès. C'est triste pour le monde. Mais les conditions, pour moi, ne sont pas crédibles pour prendre position et donner un avis, n'est-ce pas, que ce soit pour la rentrée ou non. Le gouvernement a compris toutes les données. Mais malheureusement, on ne les voit pas. Quelqu'un me vient, n'est-ce pas, espionner. Je disais, il fallait que quelques conditions soient prises, même au sein de leur structure. S'ils ne veulent pas de nous, on les voit. Vous avez des organismes comme le CERAC, vous avez des États d'énergie africains. On a vu beaucoup d'Occidentaux parader là dans des centres. Mais ces centres-là n'existent plus. Les fondations X, fondations Y, on ne les voit pas. Le Grand Nord, il est à peu près à 40-45% de la population générale. Et si jusque-là, on n'a rien senti, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, ou bien les gens se concentrent juste dans les métropoles Douala et Yaoundé. Et il ne faut pas oublier donc que l'université existe aussi dans le Grand Nord. J'ai cité les 6 villes concernées par les départements, Meganga, Gaoundéré, Garoua, Maroua, Kaélé, Kéri, et aucune mesure n'a été prise. Ici même à Maroua, j'ai un ami, un enseignant d'université. À 2 pas de lui, il y a un hôtel de confinement. Il l'a su simplement le jour où il a vu un corps sortir, un corps bien emballé. Il a donc compris qu'il y a une situation qui n'est pas tout à fait claire là-dedans. Et il s'est rappelé, il a dit oui, c'est un hôtel de confinement. À 200 mètres de chez lui, il ne savait pas. Donc, ils ont confisqué dans l'instrument de la communication. Le ministre, justement, pas longtemps, le ministre qui est de chez nous, justement, qui est de Mokoto, de l'extrême nord. Je ne sais pas, sa femme est allée faire des dons là-bas. Et point barre, elle est rentrée. Alors, elle aurait pu attendre la rentrée scolaire pour venir donc faire quelque chose pour les étudiants, mais ça n'a pas été fait. Donc, je dis, c'est des observations politiques, ce n'est pas une analyse scientifique. J'attends donc, si le gouvernement a des dates statistiques à présenter, nous les présente et puis nous. Ok, voilà, on va revenir à vous, Aboubacar Ousmane Mey, Valéry Mandengue. Tout le monde semble dire que
lundi, ça risque d'être grave. Parce que ce n'est pas prêt. Personne n'est prêt. Non, je ne partage pas entièrement votre pessimisme, M. Otto. Je pense que, humblement, que la rentrée scolaire de lundi est un pari pour toute la communauté éducative. Oui. Et quand on dit communauté éducative, ce n'est pas que les enseignants, Oui. ce n'est pas que les chefs d'établissement, ce n'est pas que le ministère, c'est aussi nous les parents. Oui. Et dans la batterie de trains de mesures, ici et là, vous allez regarder, si vous, le temps du journal, vous allez voir, les établissements sont en train de prendre des mesures. Au lycée Jos, par exemple, vous aurez des thermoflash qui seront aux entrées, vous aurez des pères éducateurs qui seront dans les salles de classe, il y aura 1 minute Covid, vous aurez des masques qui seront distribués aux enfants. Tout cela a été pris dans le cadre... Vous dites bien lycée Jos. J'ai pris un cas d'exemple. Oui. Le conseil d'établissement du lycée Jos, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui. Et il n'est pas en train de le faire seul. Ce qu'il fait, le lycée Mongo le fait, le lycée d'Aqua le fait. Je ne dis pas que c'est un échantillon. Je ne dis pas que c'est un échantillon global, mais ce que je suis en train de dire, Oui. c'est que c'est un pari collectif, la reprise des classes du 1er juin. Au-delà des exemples ci et là, tous les chefs d'établissement de ce pays, dans le secondaire, dans le primaire, sont mobilisés en ce moment pour rendre, cette rentrée effective, parce que jusqu'au jour où nous parlons, la rentrée aura lieu lundi. Sauf s'il y a des indicateurs, effectivement, qui viennent sur la table du Premier ministre et qui indiquent que cela ne peut pas être fait. Il va prendre des mesures correctives. Mais, officiellement, lundi, les enfants iront à l'école. Ce que nous demandons, ce que nous pensons qu'il faille faire, c'est que l'ensemble de la communauté éducative se mobilise. J'ai aimé des paroles, je ne vais pas dire des paroles, mais le passage de M. Voum qui expliquait le dilemme. Le dilemme, il n'est pas que politique, il est social parce qu'il nous concerne tous. Est-ce que tous ces établissements pourront avoir des thermoflash? Est-ce que tous ces établissements-là auront la capacité d'une désinfection quotidienne? Parce qu'il y a le problème de la désinfection. Vous pouvez accueillir des enfants et que parmi ces enfants, puisque si on est pratiquement à 5000 cas aujourd'hui, il n'est pas exclu que dans la communauté éducative, vous ayez des enfants qui vont rentrer dans le circuit ou des adultes avec la maladie. Donc, il faudrait qu'en interne, des dispositifs et des dispositions soient prises. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont vu la correspondance de Madame le ministre au Mindevel ont très bien compris qu'il fallait faire preuve de synergie, de conjugaison d'efforts. Cela ne concerne pas que le MINISEC, le MINISUP ou les MINIDUP, il concerne également le ministère des Transports, le ministère de la Santé. C'est un tout. Et c'est avec ce tout-là que nous pourrons offrir à nos enfants une rentrée sans quiétude lundi. Voilà, on va rapidement prendre l'avis de Aloïs Parfenvoum sur cette décision-là de ramener les enfants à l'école alors que les syndicats d'enseignants pensent qu'on peut passer tout de suite aux examens par rapport au fait qu'ils aient passé 26 semaines d'apprentissage. Oui, écoutez, c'est possible. Ça s'est fait ailleurs. Il n'est pas exclu d'ailleurs que à la dernière minute, après une évaluation réelle, que cette date soit une fois de plus reportée ou alors annulée et qu'on passe directement aux examens. Donc il y a un pays en Afrique où on a fait l'évaluation des 2 trimestres et puis on a fait après la Covid, il faudra tirer les leçons de nos différentes expériences pour savoir si après, avec un virus est-ce qu'on a passé le temps de développer ou alors on passait le temps à s'améliorer. Parce qu'il peut arriver qu'à un moment, on soit obligé d'être confiné pendant 3 mois, 3 ans. Or, on n'a pas développé suffisamment la nation à passer le temps dans des intrigues, dans des arrestations. Finalement, on est coincé lorsque comme celle-ci il est important qu'on réfléchisse pour la personne.
dans le... Voilà, on a de la peine à suivre Loïs Parfait-Voum. Maître Djoubessi, est-ce que vous pensez que d'ici le 1er juin, quelque chose peut se passer? Je ne pense pas. Je ne suis pas optimiste compte tenu des éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour assurer une rentrée scolaire en sécurité. Les moyens, c'est de mettre le dispositif pour le... Voilà pourquoi je demande donc, est-ce que vous pensez que d'ici le 1er juin, le gouvernement peut décider, comme ça, de reporter, que l'on passe tout de suite aux examens de fin d'année? Nous espérons... Pas de reprise. Nous espérons que ce gouvernement, pour une fois, va être conscient des dangers que pourront courir nos enfants et nous-mêmes, et revenir à la raison pour prendre une décision d'organiser seulement les examens. Et moi, je pense, Serge, que ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'on organise les examens de fin d'année sans avoir couvert les programmes. Et on a connu dans ce pays des périodes de troubles où on n'a pas déclaré l'année blanche, oui. Et qu'on a même... on a organisé les examens sans qu'on ait couvert même 50% des programmes. Merci, merci Maître Fidèle Djoubessi. C'est l'heure du journal dans un instant. Une place de pub et ce sera 20h avec Cédric Noufélé. Après. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie ici en plateau à Douala de Maître Fidèle Djoubessi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et en face de lui Valérie Mandengue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Yaoundé. On nous attend Aloïs Parfait-Voum du Social Democratic Front et peut-être, si la technique nous le permet, on va retrouver dans le département du Diamaré Aboubakar Ousmane, mais de l'ANC. Voilà, Valérie Mandengue, vous avez commencé en première partie, vous avez parlé du lycée Jos. On voit quand même qu'il y a de belles mesures qui sont prises, ce qui présage que lundi, il n'y aura pas de problème. Oui, c'est un engagement fort que les anciens élèves du lycée Jos, il faut le dire, sur la houlette de l'honorable Marie-Lise Bell, ont mis en place. Et au-delà de ce qui a été mis ici, jusqu'au niveau des toilettes, des salles de classe, les dispositions ont été prises pour que les enfants puissent repartir à l'école lundi sans problème. Et le lycée Jos n'est qu'un échantillon. Ouais. Dans la plupart des établissements, si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver que les classes sont même déjà aménagées pour qu'on ait entre 24 et au maximum 26 élèves par salle de classe. Un fichier est en train d'être mis en place pour indiquer aux enfants par SMS quelles sont les classes qu'ils vont prendre lorsqu'ils vont arriver à l'école, lorsqu'ils vont reprendre les cours. Donc, ça présage de ce que nous disions avant que nous allons en pause journal, que c'est un défi pour toute la communauté éducative. Nous parlons des anciens élèves du lycée Jos. Il n'est pas saugrenu que dans d'autres localités, que tout le monde prenne ce problème parce que ces enfants sont nos enfants. Même si nous ne sommes plus dans ces établissements. Moi, je suis dans une initiative similaire au collège Afré-Saker qui consiste aussi à accompagner le corps enseignant de cet établissement pour reprendre de façon optimale les cours lundi. Donc, ici, c'est l'union sacrée, c'est l'union des cœurs, c'est l'union au geste, à la protection de nos enfants parce que ce qui est important, au moins pour ce moment, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le SDF, ce n'est pas l'UPC, ce n'est pas l'UNDP, c'est la vie de nos enfants. Donc, conjuguons nos efforts pour donner à ces enfants cette chance que nous avons eue. Parce que si nous enseignons aujourd'hui dans des plateaux maîtres, vous et moi, M. Ousmane May, M. Aloïs Parfait-Voum, c'est parce que nous avons été à l'école un jour. Donc, et l'école, c'est fondamental dans l'éducation d'une société. Donc, il est important que cette rentrée se fasse lundi. Et je pense que tous les indicateurs sont déjà sur la table de ceux qui décident, de ceux qui ont l'expertise, de ceux qui peuvent
donner d'autres correctifs, parce qu'on a parlé de la mise en place des pères éducateurs, on a parlé de la minute Covid, on a parlé de la distanciation sociale. On peut mettre cet ensemble de batteries en place, mais j'insiste sur un fait, monsieur Autou, il faut que nous éduquions les masses. Cette éducation commence à la maison. Parce que cet enfant qui est éduqué depuis la maison, à qui nous allons dire, lorsque tu vas à l'école, garde 1 mètre. À qui nous allons dire, lorsque tu vas aller à la cantine, il faut suivre scrupuleusement le process qui est mis en place dans l'établissement pour assurer ta sécurité. Parce que autant cet enfant est en sécurité à l'école, autant à la maison on est en sécurité. Pour ne pas créer un effet inverse, où nous verrons plutôt une propagation du virus qui va se déporter dans nos établissements. Maintenant, comme l'a indiqué le Premier ministre, les Camerounais sont en attente. S'il y a des mesures qui vont arriver d'ici là, parce que tout ce que nous faisons, heureusement, nous supputons, nous essayons de spéculer, mais nous partons sur la base des faits qui sont vérifiables et vérifiés. Donc, comme nous l'avons dit avant la pause, que ces enfants reprennent les cours, que ce corps enseignant, toujours dévoué, parce que lorsqu'on parle des militaires, lorsqu'on parle des docteurs, on oublie parfois à tort de le dire, les enseignants sont aussi des militaires. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été enseignés un jour par ces hommes et ces femmes qui ont décidé de mettre leur savoir à la disposition de nos enfants. Voilà, Maître Fidèle Djoubissi, le cas du lycée Dios, est-ce que, comme il a dit, c'est un échantillon, mais c'est qu'il y a l'arrière-pays. Au lycée Dios, on a la chance d'avoir des gens qui accompagnent, mais est-ce que ce sera le cas dans... Je ne pense pas, Serge, que le lycée Dios soit un échantillon. Voyez-vous, le lycée Dios est un lycée où fréquentent les enfants de la classe moyenne et des bourgeois. C'est les enfants de l'élite qui fréquentent le lycée Dios, des gens qui ont des moyens, alors que ceux qui nous intéressent le plus, c'est les familles, les enfants des familles démunies, et surtout dans l'arrière-pays. Est-ce que ce qui se passe au lycée Dios pourra se passer dans les villages? Est-ce que ça pourra se passer à Yoko? Ça peut se passer à Ngolomekumba ou tout ça? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que même dans les villes secondaires, est-ce qu'on aura les moyens de faire comme on fait au lycée Dios? Moi, je ne pense pas. Et dans le reportage, on a relevé le cas du lycée de Nilon, qui est dans la ville de Douala, où le proviseur dit qu'il faudra faire appel à l'appui des parents. Donc, attendez, Serge Alain, que s'il y a reprise de cours, on va demander aux parents d'acheter les cache-nez et des gels hydroalcooliques pour les enfants. Et ils vont même mettre les conditions que les enfants qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas accéder dans l'enceinte de l'établissement. Et c'est ce qu'on risque de vivre, parce que, voyez-vous, le proviseur du lycée de Nilon a indiqué qu'on attend que les parents apportent des moyens. Et M. Baneghe vient de le relever, que pour le lycée Dios, c'est l'amicat des anciens élèves du lycée Dios, appuyé par une élue et par un ensemble. C'est ce que je disais, maître. C'est la mobilisation de la communauté éducative. Est-ce qu'on pourra avoir si on peut le faire? Non, si on peut le faire partout, maître, nous devons faire un plaidoyer pour que cette chaîne de solidarité se mette en place dans tous les établissements scolaires. Non, il n'est pas possible pour nous ici de venir faire du pessimisme. On n'est pas sûr que la chaîne de solidarité puisse se mettre partout. Mais c'est le pari, maître. C'est le pari. C'est pour cela que le gouvernement doit mettre en place tout le dispositif nécessaire. Et si le gouvernement ne peut pas mettre le dispositif nécessaire pour tous les établissements, il faut décider, il faut arrêter l'année scolaire. Il faut décider qu'il n'y ait plus de reprise de l'école et qu'on invite les enfants à aller composer les examens de fin d'année. On peut utiliser le mois de juillet pour leur permettre de faire leur révision. Il y a au mois d'août, on lance les examens. Le mois d'août, on lance les examens. C'est plus simple que d'exposer nos enfants et nous exposer nous-mêmes dans ces conditions. Non, mais donc, il n'a jamais été question d'exposer nos enfants. Et je l'ai rappelé en première entame d'émission. C'est pourquoi l'une des premières mesures avait été de garder nos enfants à la maison. Donc vous comprenez très bien que le gouvernement de la République saisit le moment, l'instant de gravité de cette pandémie. Donc si aujourd'hui, il y a d'autres décisions qui vont être prises d'ici à lundi, sachez que des indicateurs qui auront été portés sur la table du Premier ministre lui donneront la latitude de soit reporter cette rentrée scolaire, soit de la maintenir. Ouais. Mais maître, c'est ce que je dis. Nous devons tous prôner pour une union de cette chaîne. Encourageons ces enfants, encourageons ces parents. Ceux du lycée Jos n'ont pas fait la magie.
du lycée de Nilon pourront le faire. Je suis dans l'amicale des anciens du collège Oui, c'est parce qu'ils ont... Nous sommes en train de nous mobiliser. Ce n'est pas une affaire de moyens. Vous parlez de moyens, moi je parle de volonté. Oui, on vient de parler du lycée. Et tout à l'heure, vous êtes allé un peu plus loin. J'aurais même pu vous poser la question, maître. La dernière fois que vous avez mis les pieds au lycée Jos, c'est quand? Le lycée Jos aujourd'hui, c'est des enfants qui sortent de villages de Makéa qui fréquentent le lycée Jos. Ce n'est plus ce lycée Jos des Blancs des années 70, maître. Et c'est pourquoi je vous demandais de réactualiser vos données, maître. C'est fondamental, maître. Aider la communauté éducative à avoir une rentrée scolaire sereine le 1er juin. C'est notre vœu, c'est votre vœu. Travaillons ensemble pour que cette rentrée puisse être effective. Mais je suis d'accord avec vous, dans un encadrement bien spécifique qui permette à ce que nos enfants soient en sécurité. Mais travaillons pour que cette chaîne se mette en place, maître. Il n'est plus un moment pour un débat politique. Ce n'est pas un débat politique, c'est l'avenir de nos enfants. Que ce soit 1 année, 2 années, 3 années, il faut que nous soyons tous unis parce que cet ennemi, la Covid-19, n'a pas de visage, n'a pas d'idéologie, n'a pas de parti politique, n'a pas d'ethnie. Voilà, je reste avec vous, Valérie Mandigues. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi vouloir à tout prix envoyer les enfants à l'école. On peut les évaluer sur la couverture jusqu'à date, jusqu'au 17, la couverture des programmes jusqu'au 17 mars. Monsieur Serge, plusieurs pistes ont été analysées. Pourquoi absolument vouloir terminer l'année scolaire? Il y avait des syndicats ou des regroupements syndicaux qui estimaient que sur la base des 2 premiers trimestres, les classes intermédiaires, on pouvait avoir un résultat final et dire, OK, voilà, l'année se termine ici. Mais je dis encore que c'est une projection qui a été faite. On a eu deux trains de mesures. Il y a eu les premières mesures qui ont été prises en mars, oui. Et il y a eu des mesures qui ont été prises en avril. Et toutes ces mesures-là, même le chef de l'État, lorsque le chef de l'État a pris la parole le 19, il a bel et bien rappelé que c'est au vu de l'évolution de la pandémie. Lorsque vous êtes à 2000, 3000 cas, il y a des décisions que vous pouvez prendre. Et tout le monde verra la cohérence de ces décisions. Lorsque vous êtes à 5000, 6000, 7000 cas, au cas par cas, parce que lorsqu'on a levé un certain type de référencement en termes de confinement, par exemple pour les transports publics, on est parti aujourd'hui, nous sommes 4 dans les taxis, mais au moins dans la communication qui ont été faites, les Camerounais savent aujourd'hui qu'il est impérieux d'avoir son masque lorsqu'on sort. Et c'est déjà ça de gagner, parce que la principale bataille avec cette pandémie, elle est celle de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26 mai, ouais. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai, au 1er juin, des choses peuvent arriver. Et c'est pourquoi c'est le lieu pour moi ici de féliciter l'énergie avec laquelle le ministre de la Santé et l'ensemble de ses pairs dans le gouvernement se sont saisis de ce dossier. Jusque hier encore, le ministre a fait une sortie et je pense que dès que nous allons sortir du studio, nous allons encore voir une autre sortie pour nous tenir au courant. Parce que ces chiffres-là, au moins, ont eu pour conséquence, Maître Fidèle Doumbissi, de sortir les Camerounais de cette espèce d'insouciance. Parce que je vous le dis, il n'y a pas encore très longtemps, il y a des Camerounais qui estimaient que le corona n'existe pas. Mais aujourd'hui, à travers cela, ils se rendent compte que c'est d'abord la responsabilité individuelle. On peut supputer ici, Monsieur Serge, vous allez peut-être rencontrer des parents qui vont même vous dire, qui vont aller plus loin, ils vont vous dire, même si on dit que cette rentrée est effective lundi là, mon enfant ne part pas à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas contraindre ce parent, parce qu'il regarde aussi l'actualité et il voit ce qui se fait ailleurs. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, et je pense que c'est faisable, moi j'ai parcouru quelques lycées et je sais que vous êtes un journaliste d'investigation chevronné, je vous invite aussi demain à parcourir certains lycées, vous allez voir que tout est pratiquement déjà prêt. Parce que les chefs d'établissement, c'est leur leitmotiv. Et tout ce qui est fait en concertation avec le corps des parents d'élèves. Il faut le savoir, on ne peut pas faire une chose sans cela. Et les enseignants aussi ont pris part activement aux travaux qui ont été mis en place. Mais les syndicats ont un autre son de cloche, hein, Valérie Mandigues. Les syndicats, vous savez, c'est pas, on n'a pas qu'un syndicat. Vous parlez des chefs d'établissement. Vous parlez des chefs d'établissement, mais le gros des gens, ils sont dans les syndicats et ils disent c'est autre chose. Hein? Non, il est normal que on n'ait pas une unicité de voix. C'est pas un syndicat, même l'association des parents d'élèves sur le plan national regroupe plusieurs entités régionales. Donc c'est clair qu'il y a des débats
Il y a des syndicats qui ne sont même pas pour la reprise des classes, mais nous sommes en République. Et en République, on ne refuse pas ce que l'autre dit. On prend et on complète par rapport à ce qu'on a comme appréhension sur la situation. Donc, tout cela est mis à table pour que nous n'ayons pas un maître Fidèle Doumbissi qui vienne ici, là, dans 2 semaines, parce que pour eux, le corona, c'est une action politique, dit que voilà, la République a envoyé nos enfants à la mort, là, voilà, c'est en train de tomber. Donc, les décisions seront prises par des personnes indiquées, des personnes à la compétence avérée. Ok. Maître Fidèle Doumbissi, cette actualité, il y a 13 ans, il y a eu ce crash de Kenya Airways. On a vu les images de Danny Warren, Z2, sur le commentaire de Donald Brice Kamgan, qui nous a fait revivre un peu comme ça. Aujourd'hui, on se plaint, rien. Tout ce qui avait été promis, rien n'est fait aujourd'hui. Oui, vous êtes surpris? C'est un événement triste qu'on rappelle. Et je salue la mémoire d'un confrère qui était décédé dans ce vol. Oui. Et il est décédé comme ça parce qu'il allait plaider à Arusha. Oui, en Tanzanie. Oui, en Tanzanie. Quand je vois cette image, je me souviens de ce confrère et ça me fait mal. Et le gouvernement RDPC nous a habitués à de telles promesses. Vous savez, c'est un gouvernement de démagogie qui a déjà fait plusieurs promesses, des promesses pour construire des écoles, des promesses pour construire les routes, et ces promesses ne se réalisent pas. Non, je ne suis pas surpris que 13 ans après, que ce gouvernement n'ait pas tenu à cette promesse. Et je ne suis pas optimiste que ce gouvernement va réaliser cette promesse. La promesse de mettre une stèle, ce n'est pas la seule promesse. Il y a une autre promesse au niveau des écarts, où il y a eu la catastrophe ferroviaire en 2016. Oui. Et il y a eu aussi une promesse de stèle à ce niveau. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans. Donc attendez-vous que même dans 10 ans, il n'y aura pas de stèle à Ezeka. Donc ils sont coutumiers de ces faits-là, et ça ne me surprend pas. Voilà, Valérie Mandegué, lorsque vous regardez Banga Pongo, avec les images de Danny Warren Z2, qu'est-ce que ça vous fait? Un petit pincement, vous suivez ce que les populations là-bas disent, elles se sentent un peu abandonnées? Écoutez, ces images nous c'est parlent... C'est difficile, hein, ils vous ont dit, c'est minimum 700 francs, 1000 francs pour arriver là-bas. Ces images nous parlent. Ces images nous rappellent que nous avons perdu des personnes un jour dans cet endroit. Et moi, j'ai eu une camarade de classe qui avait perdu son père et son petit frère dans cet accident-là. Et vous imaginez, son père était chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas que lui qui est tombé. Il y a eu pratiquement une 50aine de personnes qui sont aussi allées pratiquement en chômage. Donc, cette catastrophe a eu des conséquences sur la vie de beaucoup de Camerounais. Il y a des Camerounais qui portent ces séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que on ne peut que féliciter l'équipe de rédaction d'Equinox d'être parti rendre hommage à ces Camerounais, parce que c'est un hommage que vous avez rendu à ces Camerounais. Comme aujourd'hui, il y a un parti politique aussi qui fête ses 30 ans d'existence. Donc, c'est des moments où nous devons tous nous asseoir et repenser les choses différemment. Parce que c'est des moments qui nous interpellent, c'est des moments assez douloureux. Et je profite de l'occasion ici pour réitérer à ma camarade et à tous ceux qui ont perdu un être cher ce jour, une pensée pieuse. Que l'âme de ces disparus repose en paix. Aboubakar Ousmane Meh depuis Maroua, comment se prépare? Vous avez sûrement fait un tour dans différents lycées. Il y a le lycée bilingue de Domayo, c'est le seul lycée classique de Maroua. Comment se prépare le 1er juin de ce côté, chez vous là? Est-ce qu'il y a une mobilisation particulière? Là, justement, parce qu'on n'a pas vu grand monde autour du chef, on n'a pas vu grand monde. En fait, les politiques n'ont pas fait le boulot, ils n'ont pas rassuré donc l'ensemble des et le concept du MRC
j'ai l'impression que le concept du MRC a été épousé par le RDPC, c'est-à-dire que le gars il dit quand Campo dit va, je vais. Maintenant, c'est quand Biya dit va, je vais. Je ne pense pas, au vu de ce qui se passe sur le terrain, que les gens soient préparés à une rentrée en sécurité. Parce que quand vous prenez par exemple la ville de Maroua, je disais l'établissement normal, l'université et le dossier. Et les étudiants, ils sont obligés de prendre une moto. Ils sont obligés de parfois raconter à deux fois dans une moto. Ils partagent les mêmes restaurants. Et ils vont marcher ensemble. Je suis vraiment alarmé par cette rentrée. Et alors, on a expliqué à tous ces gens qui sont dans le village. Vous savez qu'il n'y a pas Voilà, des petits soucis de son avec Maroua. On a quand même suivi quelques minutes. Je crois qu'il disait qu'il n'y a pas une mobilisation particulière là-bas. Les gens ne sont pas à Maroua. Comme disait Maître Djoubissi, le cas du lycée Jos, l'arrière-pays, c'est deux mondes différents. Il y a des lycées, même dans la ville de Douala, où il n'y a pas l'eau courante. Vous avez parlé je vous indique, voilà, qui a déjà été mobilisé pour l'occasion, mais je voudrais aussi rappeler que ce déficit de mobilisation peut aussi être contextuel, hein, oui. Parce que pour une ville comme Douala, pour des villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, où des cas sont quand même assez quantitatifs, vous n'aurez pas le même réflexe à Maroua ou à Garao, à Ngaoundéré, malgré toute la bonne volonté qui, au stade d'aujourd'hui, affiche pour certains une dizaine de cas, pour d'autres une vingtaine de cas. Oui. Donc, il est clair que ça se fait, c'est humain. C'est humain que les gens n'aient pas la même appréhension. Or, lorsque vous êtes... parce que quand le ministre parle de foyer, on sait très bien que Douala, Yaoundé et Bafoussam sont touchés. Le sud-ouest, Limbe avait aussi quelques cas. C'est vrai, je n'ai pas regardé mes fiches en Veda, mais pour ces cas-là, il faut très bien comprendre que la mobilisation qui va se faire à l'ouest, dans le littoral, dans le centre, peut ne pas être la même mobilisation qui se fera à Maroua. Parce qu'ils ressentent moins. Nous, ici, on a vu des ambulances sortir avec des personnes atteintes du coronavirus qu'on allait inhumer. Donc, psychologiquement, on n'a pas la même approche que ceux qui sont, par exemple, en Ngaoundéré, qui ont entendu qu'il y a quelques cas, mais ils n'ont pas. Nous, on vit la maladie. Ici à Douala, il faut le dire, on vit la maladie à Douala et à Yaoundé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne la vit pas ailleurs, mais simplement qu'un délégué régional du ministère de l'enseignement secondaire là-bas, ils sauront là-bas comment ils vont coordonner l'action du retour effectif, parce que là, ça interpelle autant ces administratifs que nos sous-préfets et nos préfets, qui eux aussi sont dans le dispositif de retour des enfants à l'école. Parce qu'il n'y a pas que ces enfants qui repartiront à l'école. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau des transports publics, que nous nous assurions que nous, parents, nos enfants ne vont pas être transportés n'importe comment. Ça nous interpelle, c'est une responsabilité collective. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous envoyions nos enfants à l'échafaud. Donc, que ce soit les moyens de transport que nous allons utiliser, qu'ils soient conséquents pour que nos enfants soient au maximum protégés de la pandémie. Voilà, Maître Fidèle Djoubissi, le Premier ministre qui a reçu aujourd'hui Monseigneur Samuel Kleda. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, la symbolique. C'est déjà un pas que les pouvoirs publics puissent s'intéresser au développement du traitement contre cette pandémie et d'autres pathologies, dont faire recours à notre pharmacopée. Parce qu'il faut rappeler que notre pharmacopée recèle beaucoup d'éléments et beaucoup de principes actifs qui traitent déjà plusieurs maladies. Je pense qu'il y a certains de nos compatriotes, même quand ils ont le paludisme, ils font recours à cette pharmacopée. Et d'autres mots, comme la fièvre typhoïde et tout ça, chez nous, beaucoup disent que même quand on a pris les comprimés en pharmacie pour traiter la fièvre typhoïde, il faut finir par la pharmacopée pour que le traitement soit efficace. Donc, c'est une symbolique
et que j'ose espérer que le gouvernement va continuer dans cette lancée-là et encadrer tous ceux qui prétendent à détenir un traitement, un traitement miracle contre cette pandémie, et qu'on puisse les encadrer et encourager et mettre à leur disposition des experts et des scientifiques pour vérifier le protocole et certifier si ces traitements sont vraiment efficaces, et peut-être que à partir de là nous pourrons connaître aussi l'industrie pharmaceutique camerounaise, ou pourquoi pas l'industrie pharmaceutique africaine. Voyez-vous, la Chine a sa médecine, et la médecine de la Chine vient de sa pharmacopée, et il faut reconnaître que la médecine c'est une affaire de l'histoire de l'humanité, et que le traitement, comme dans tout domaine scientifique, se fait par l'expérience, par l'expérimentation, par l'observation, et par des essais et des échecs, et pour finir, pour trouver la solution. Ok. Valérie Mandingué, le président, a terminé son discours le 19 en disant ceci: j'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Et la réception, l'audience d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée-là. Effectivement. Et le chef de l'État a demandé au gouvernement d'encourager toutes les initiatives qui vont dans la recherche de la solution, qu'elle soit endogène ou exogène, à la contenance de la pandémie. Et ce n'est pas un hasard si Monseigneur Cléda est reçu en audience aujourd'hui par le Premier ministre, parce qu'après le mot de réconfort que le chef de l'État a eu à l'endroit de ceux qui ont été touchés par le Covid-19, il a eu un mot de gratitude envers toutes ces énergies, qu'elles soient internes, qu'elles soient nationales, qui ont aidé à ce que jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas. On peut faire des reportages, monsieur Otou, mais il y a des personnes qui, matin, midi, soir, travaillent dans l'ombre. Vous avez vu dans un sujet de votre journal, on a eu un pays où 13% des infectés sont les médecins. Donc, il y a ces personnes-là comme ça qui mettent leur vie en jeu tous les jours. Et le chef de l'État a demandé à son gouvernement de ne lésigner sur aucun moyen qui puisse nous permettre à nous aussi d'avoir une solution. Comme d'autres pays ont pu l'expérimenter, à tort ou à raison, je vais parler de Madagascar et bien d'autres, mais nous avons une pharmacopée qui a fait ses preuves. Parce que vous avez dit, Maître Ndjoumbissi a essayé de le dire, mais nous savons que nous avons souvent un certain type de maux, de symptômes que nous traitons sur le plan de la pharmacopée. Nous n'allons pas toujours avec le premier réflexe, parce que c'est ça notre identité. Notre identité, c'est cette pharmacopée. Maintenant, il y a que nous devons accompagner et structurer ces initiatives pour qu'elles puissent nous donner les résultats escomptés. Voilà, merci Valérie Mandingué d'être passée nous voir. Merci à vous également, Maître Fidèle Ndjoumbissi. Voilà, merci à Boubacar Ousmane May depuis Maroua. Merci également à Loïs Parfenvoum à Yaoundé. Bonsoir, les parents d'élèves.